En octobre 1940, les généraux allemands font face à un problème inattendu. Leur armée vient d'écraser la France en 6 semaines et de repousser les Britanniques jusqu'à Dunkerque. L'Allemagne domine désormais toute l'Europe occidentale. Mais cette victoire révèle une faiblesse que personne n'avait anticipée. La Wehrmacht est incapable de traverser les 30 km de la Manche avec ses chars et son artillerie lourde. Le problème est simple à comprendre, mais difficile à résoudre. Les forces allemandes disposent de milliers de chars Panzer, de canons antiaériens de 88 mm et de véhicules blindés. Ces équipements ont démontré leur efficacité sur les champs de bataille français. Cependant, aucun d'entre eux ne peut traverser la Manche par ses propres moyens. La flotte de transport allemande est inadaptée à cette mission. Les péniches de débarquement disponibles sont conçues pour des charges légères. Les navires de transport conventionnels ne peuvent pas s'approcher suffisamment des plages pour décharger du matériel lourd. L'opération Sait-le-Veut, le plan d'invasion de la Grande-Bretagne, exige le déploiement rapide de forces blindées sur le sol britannique dès les premières heures du débarquement. Sans chars ni artillerie lourde, les troupes d'infanterie allemandes seraient vulnérables face aux contre-attaques britanniques. L'invasion risquerait de se transformer en désastre. Les stratèges du haut commandement allemand cherchent une solution. Ils se tournent vers l'aviation. L'aviation de transport de la Luftwaffe repose principalement sur le Junkers Ju-52. Ce trimoteur fiable a fait ses preuves lors de la guerre civile espagnole et pendant les campagnes de Pologne et de France. Il peut transporter environ 3000 kg de fret ou 18 parachutistes équipés. Mais sa capacité de charge est insuffisante pour déplacer un char Panzer IV pesant plus de 25 000 kg. Un canon antiaérien de 88 mm avec son tracteur et ses munitions dépasse également cette limite. Les ingénieurs allemands calculent qu'il faudrait des dizaines de rotations de Ju-52 pour transporter l'équivalent d'une seule compagnie blindée. Ces rotations prendraient des jours entiers pendant lesquels les troupes au sol seraient privées de soutien blindé. Cette réalité condamne l'opération Sait-le-Veut à l'échec, à moins qu'une solution différente ne soit trouvée rapidement. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Merci, continuons. Le 18 octobre 1940, alors que la bataille d'Angleterre touche à sa fin, le ministère de l'Air du Reich envoie une directive urgente aux deux plus grands constructeurs aéronautiques allemands. Les entreprises Junker et Messerschmitt reçoivent l'ordre de présenter des propositions pour un planeur de transport lourd capable de déplacer des chars et de l'artillerie à travers la Manche. Le délai accordé est extraordinairement court. Les ingénieurs ne disposent que de 14 jours pour soumettre leur concept préliminaire. Cette directive impose des contraintes strictes. Les nouveaux planeurs doivent être construits sans utiliser de matériaux stratégiques réservés aux chasseurs et aux bombardiers. L'aluminium et les alliages légers sont donc exclus. Les moteurs sont également interdits car chaque moteur disponible doit être affecté aux appareils de combat qui luttent quotidiennement contre la Royal Air Force. Les constructeurs doivent concevoir des machines capables de transporter 20 000 kg de charge utile en utilisant principalement du bois. Chez Junkers, l'ingénieur en chef Heinrich Hertel assemble immédiatement une équipe pour relever ce défi. L'entreprise Junkers est célèbre pour ses constructions entièrement métalliques, une spécialité développée depuis 1915. Le Ju-52, le Ju-87 Stuka et le Ju-88 sont tous des avions à structure métallique. Les ingénieurs de Junkers n'ont pas travaillé sur des constructions en bois depuis des décennies. Cette contrainte représente un retour en arrière technologique considérable. Chez Messerschmitt, une autre équipe travaille sur sa propre réponse. Willy Messerschmitt, le fondateur de l'entreprise, supervise personnellement le développement d'un concept qui deviendra le ME320 et un gigant. Messerschmitt choisit une construction mixte utilisant à la fois du bois et du métal. Cette approche permet de conserver une structure plus conventionnelle, semblable à un avion de transport classique, agrandi à des proportions importantes. Les ingénieurs de Junkers choisissent une approche différente. Au lieu d'agrandir un fuselage conventionnel, Heinrich Hertel propose une configuration en aile volante. La cargaison serait logée directement à l'intérieur de l'aile centrale. Cette conception, désignée initialement Junkers EF 094, permet une efficacité aérodynamique supérieure et une structure plus simple à fabriquer en bois.
Le planeur aurait une envergure de 62 mètres, ce qui en ferait l'un des plus grands aéronefs jamais construits à cette époque. La soute à cargaison serait située dans la partie centrale avant de l'aile. Une porte massive s'ouvrirait vers le haut pour permettre le chargement direct de véhicules blindés par une rampe. Le cockpit serait décalé sur le côté gauche pour ne pas gêner l'ouverture de cette porte. À l'arrière, un empennage conventionnel, avec des stabilisateurs horizontaux et une dérive verticale, assurerait la stabilité directionnelle. Les spécifications initiales sont ambitieuses. Le planeur doit pouvoir transporter 20 000 kg de charge utile. Cette capacité permettrait d'embarquer un char Panzer IV complet avec son équipage, ses munitions et son carburant. Elle permettrait également de déplacer un canon anti-aérien de 88 mm avec son tracteur semi-chenillé, ou encore 140 soldats entièrement équipés. En comparaison, le plus gros planeur opérationnel de l'époque, le DFS 230, utilisé lors de l'assaut sur le fort belge d'Eben-Emael, ne peut transporter que 9 hommes. L'armement défensif prévu comprend 3 tourelles équipées chacune d'une mitrailleuse MG15 de calibre 7,92 mm. 2 de ces tourelles seraient positionnées dans les excroissances avant de l'aile, de chaque côté de la porte de chargement. La troisième couvrirait l'arrière depuis la base de l'empennage. Cet armement léger ne permettrait pas de repousser des chasseurs déterminés, mais il offrirait une protection minimale contre les attaques pendant l'approche finale vers les zones d'atterrissage. Junkers présente son projet dans le délai imparti de 14 jours. Le ministère de l'Air approuve la construction de prototypes pour les 2 concepts concurrents. La compétition est lancée entre le Junkers Ju-322 et le Messerschmitt Me-321. La construction de ces planeurs géants allait révéler des difficultés que personne n'avait anticipées. Les ateliers de Junkers à Dessau se transforment en un chantier d'un genre nouveau au cours de l'hiver 1940 et 1941. Les ouvriers et les ingénieurs, habitués à travailler l'aluminium et l'acier, doivent réapprendre des techniques de construction que leur entreprise a abandonnées depuis plus de 20 ans. Les hangars, qui résonnent habituellement du bruit des riveteuses et des perceuses métalliques, se remplissent désormais de l'odeur de la colle et de la sueur de bois. Le projet reçoit officiellement la désignation Junkers Ju-322 et le surnom Mammut, le mot allemand pour mammouth. Cette appellation reflète les dimensions extraordinaires de l'appareil. L'envergure atteint 62 mètres, la longueur est de 30 mètres et 25 cm. La hauteur de 3 mètres et 8 cm donne à l'appareil une silhouette aplatie. Ces dimensions dépassent celles de tous les avions opérationnels de l'époque. La surface à l'air atteint 595 mètres carrés. Cette dimension est nécessaire pour générer suffisamment de portance, afin de maintenir en vol une masse brute prévue de plus de 40 000 kg. À vide, la structure en bois pèse déjà environ 25 400 kg. Cela laisse théoriquement une marge de charge utile correspondant aux spécifications initiales. Ces calculs sur le papier semblent prometteurs, mais la réalité de la construction va révéler des problèmes imprévus. Le défi principal réside dans la fabrication de longerons et de nervures en bois capables de supporter des contraintes structurelles importantes. Le bois possède des propriétés mécaniques très différentes du métal. Sa résistance varie selon le sens des fibres. Il est sensible à l'humidité, ce qui peut modifier ses caractéristiques au fil du temps. Les ingénieurs de Junkers développent de nouvelles méthodes d'assemblage, utilisant des colles spéciales et des techniques de lamellation pour créer des éléments structurels suffisamment robustes. L'approvisionnement en bois de qualité aéronautique représente un autre obstacle. Contrairement au métal, qui peut être produit avec des caractéristiques uniformes, le bois est un matériau naturel dont les propriétés varient d'un arbre à l'autre, et même au sein d'un même tronc. Les équipes de Junkers mettent en place des procédures de sélection et de contrôle qualité rigoureuses pour s'assurer que chaque pièce de bois utilisée répond aux exigences structurelles du projet. Le premier prototype, désigné GU-322V1, prend forme progressivement dans les hangars de Dessau. Les ouvriers assemblent d'abord le caisson central de l'aile qui abrite la soute à cargaison. Puis ils ajoutent les sections externes de l'aile qui s'étendent de chaque côté. L'empennage est construit séparément avant d'être fixé à l'arrière de la section centrale par une poutre de queue.
La configuration de la soute à cargaison présente des caractéristiques innovantes pour l'époque. La porte de chargement occupe toute la partie avant centrale du bord d'attaque de l'aile. Elle s'articule vers le haut pour révéler une ouverture suffisamment large pour accueillir un char moyen. Une rampe métallique peut être déployée pour permettre au véhicule de monter directement dans la soute depuis le sol. Cette disposition facilite le chargement rapide sur le terrain. Le cockpit décalé sur le côté bâbord abrite un équipage de 3 personnes, le pilote, le copilote et un mécanicien navigant. Cette position asymétrique offre une visibilité latérale acceptable mais limite considérablement la vue vers l'avant droit. Les pilotes devront apprendre à gérer cette contrainte lors des manœuvres au sol et pendant l'approche finale avant l'atterrissage. Les instruments de bord sont relativement basiques car l'appareil non motorisé ne nécessite pas les commandes complexes d'un avion à moteur. Alors que la construction du premier prototype avance, les ingénieurs décident de procéder à des tests de charge pour valider la capacité de la structure à supporter le poids prévu des véhicules blindés. Un char est amené dans les ateliers et soigneusement positionné dans la soute à cargaison pour simuler les conditions réelles de chargement. Le résultat est désastreux. Sous le poids du blindé, le plancher de la soute commence à se déformer de manière visible. Le bois comprimé cède progressivement. Le char s'enfonce dans la structure sans toutefois la traverser complètement. Cette déformation démontre que la construction en bois, telle qu'elle a été conçue, ne peut pas supporter les charges concentrées imposées par les chenilles d'un véhicule blindé. Le poids n'est pas réparti uniformément sur la surface du plancher, mais concentré sur les bandes étroites des chenilles. Le bois ne peut pas encaisser ces contraintes localisées. Les ingénieurs se trouvent face à un dilemme fondamental. Renforcer le plancher pour supporter des chars nécessiterait l'ajout de matériaux structurels supplémentaires. Cela augmenterait le poids à vide du planeur et réduirait d'autant sa charge utile disponible. Après des calculs approfondis et des discussions avec le ministère de l'Air, la décision est prise de réduire la capacité de charge maximale de 20 000 kg à 16 000 kg. Cette première réduction ne suffit pas à résoudre complètement les problèmes structurels identifiés lors des tests. Des analyses supplémentaires révèlent que même la nouvelle limite de 16 000 kg dépasse ce que la structure peut supporter de manière fiable. Une seconde réduction ramène la charge utile maximale à 11 000 kg. C'est à peine plus de la moitié de l'objectif initial fixé par la directive ministérielle. Cette capacité diminuée exclut définitivement le transport de chars Panzer IV ou même de Panzer III, dont les masses dépassent largement la nouvelle limite. Le GU-322 pourrait toujours embarquer des chars légers Panzer II, des canons antiaériens de 88 mm sans leur tracteur, ou des véhicules utilitaires et des troupes. Ces capacités restent supérieures à celles du GU-52 et de ses 3000 kg de charge. Mais elles représentent un échec par rapport aux ambitions originales du programme. Malgré ces déceptions, la construction du premier prototype se poursuit. Le ministère de l'Air veut évaluer les performances en vol de cette configuration inhabituelle. Un second prototype, le GU-322 V2, est également mis en chantier. Des préparatifs commencent pour une production en série de 100 appareils si les essais en vol s'avèrent satisfaisants. Le printemps 1941 approche. Les premiers essais en vol allaient bientôt révéler si le mammouth pouvait réellement voler. Le mois d'avril 1941 marque le début de la phase d'essai en vol pour le Ju-322 V1. Mais avant même que le planeur ne puisse quitter le sol, les responsables du programme doivent résoudre un problème logistique majeur. Aucun aérodrome allemand existant ne dispose d'une piste suffisamment longue pour permettre le décollage d'un ensemble comprenant un avion remorqueur et un planeur de 62 mètres d'envergure pesant plusieurs dizaines de tonnes. Les calculs des ingénieurs indiquent que la distance de roulement nécessaire pour atteindre la vitesse de décollage dépasse largement les capacités des installations aéronautiques standards de la Luftwaffe. La solution adoptée est radicale. Une équipe de bûcherons et de sapeurs du génie militaire reçoit l'ordre de dégager une bande de terrain de 5 km de long devant un aérodrome existant. Tous les arbres sur cette distance doivent être abattus. Cette opération de défrichement mobilise des centaines d'hommes pendant plusieurs semaines. Le sol est nivelé et compacté pour créer une surface suffisamment stable pour supporter le passage des roues du remorqueur et du planeur.
Les souches sont arrachées et les débris évacués pour éliminer tout obstacle susceptible d'endommager les trains d'atterrissage pendant la phase d'accélération. Le choix de l'avion remorqueur se porte sur le Junkers Ju-90. Ce quadrimoteur de transport civil a été développé par Junkers avant la guerre pour les lignes aériennes commerciales de la Deutsche Lufthansa. Il dispose de 4 moteurs BMW 132 d'une puissance combinée d'environ 3200 chevaux. C'est l'un des avions les plus puissants disponibles en Allemagne à cette époque. Malgré cette motorisation, personne ne sait avec certitude si cette puissance sera suffisante pour faire décoller le mammouth. Le jour du premier essai arrive. Le Ju-322V1 est positionné sur la piste prolongée, reliée au Ju-90 par un câble de remorquage renforcé, conçu pour résister aux tensions générées pendant le décollage. L'équipage du planeur prend place dans le cockpit décalé. Les pilotes du remorqueur effectuent leur dernière vérification avant la mise en puissance. Les observateurs au sol et les officiels du ministère de l'Air attendent de voir si leur investissement dans ce projet va porter ses fruits. Les 4 moteurs du Ju-90 sont poussés à pleine puissance. L'ensemble commence à rouler lentement sur la piste. L'accélération est lente en raison de la masse considérable que le remorqueur doit traîner derrière lui. Les kilomètres de piste défilent sans que la vitesse n'atteigne le seuil nécessaire au décollage. Les pilotes du Ju-90 maintiennent les manettes de gaz à fond, tandis que les moteurs consomment leur carburant à un rythme élevé. La fin de la piste de 5 km approche dangereusement quand le Ju-90 réussit enfin à quitter le sol, entraînant le mammouth derrière lui. Les deux appareils sont désormais en vol, mais les problèmes ne font que commencer. Dès que le planeur quitte le contact avec le sol, son comportement révèle des caractéristiques aérodynamiques que les ingénieurs n'avaient pas anticipées malgré leurs calculs théoriques et leurs essais en soufflerie. Le Ju-322 manifeste immédiatement une instabilité en spirale sévère lorsqu'il est tracté. Le planeur a une tendance prononcée à dévier vers la gauche ou vers la droite de manière imprévisible. Le pilote doit effectuer des corrections constantes pour maintenir une trajectoire alignée derrière le remorqueur. Cette instabilité rend le pilotage extrêmement fatigant et potentiellement dangereux. Une déviation trop importante risquerait de provoquer une situation incontrôlable. Un second problème, encore plus grave, se manifeste presque simultanément. La configuration aérodynamique du mammouth lui confère un taux de montée naturel supérieur à celui du Ju-90 lorsque les deux appareils volent à la même vitesse. Le planeur gagne de l'altitude plus rapidement que son remorqueur. Il se retrouve progressivement au-dessus de lui au lieu de rester dans son sillage à la même hauteur. Cette situation crée une géométrie de remorquage très défavorable. Le câble tire vers le haut sur la queue du Ju-90 au lieu de tirer horizontalement vers l'arrière. La tension exercée par le planeur soulève l'empennage du remorqueur et force son nez vers le bas. La montée devient pratiquement impossible pour les pilotes du quadrimoteur. Ces derniers luttent pour maintenir leur appareil en vol horizontal, tandis que le mammouth continue à grimper au-dessus d'eux. Les pilotes des deux appareils se trouvent dans une situation critique qui nécessite une décision rapide. Continuer dans ces conditions risque de provoquer un accident si le câble de remorquage se rompt sous la tension ou si le Ju-90 perd complètement le contrôle. La communication entre les équipages est limitée aux signaux visuels et aux procédures préétablies. La coordination des manœuvres dans cette situation imprévue est difficile. La décision est prise de larguer le planeur plus tôt que prévu pour mettre fin à cette configuration dangereuse. Le mécanisme de largage fonctionne correctement. Le mammouth se retrouve soudainement en vol libre, libéré de la contrainte du câble de remorquage. Ce qui se produit ensuite surprend les observateurs, qui s'attendent au pire après les difficultés rencontrées pendant la phase tractée. Une fois détaché de son remorqueur, le Ju-322 se stabilise remarquablement bien. Il démontre des qualités de vol tout à fait acceptables pour un planeur de cette taille. L'instabilité en spirale disparaît presque complètement. L'appareil répond aux commandes de manière prévisible et contrôlable. Le pilote peut effectuer plusieurs virages et manœuvres pour évaluer le comportement de sa machine. Les résultats sont encourageants dans ces conditions de vol libre. Le problème fondamental du mammouth n'est donc pas son incapacité à voler correctement.
c'est son incompatibilité avec les méthodes de remorquage disponibles. Un planeur qui vole parfaitement, mais qui ne peut pas être amené en altitude de manière sûre et fiable, reste un planeur inutilisable pour des opérations militaires réelles. L'approche finale et l'atterrissage révèlent une dernière complication pratique. En raison de son envergure de 62 mètres et de sa vitesse d'approche relativement élevée, le mammouth nécessite une zone de posée très étendue et dégagée de tout obstacle. Le pilote ne parvient pas à rejoindre l'aérodrome de départ. Il doit se résoudre à atterrir dans un champ situé à plusieurs kilomètres de la piste. Le planeur touche le sol sans dommage majeur, mais il se trouve désormais immobilisé dans une zone agricole sans aucune infrastructure pour le récupérer. Les responsables du programme découvrent alors que déplacer un planeur de 62 mètres d'envergure sur le sol est une tâche presque aussi difficile que de le faire voler. Aucun véhicule conventionnel ne dispose de la puissance nécessaire pour tracter cette masse sur un terrain non préparé. Les routes environnantes sont beaucoup trop étroites pour accommoder une telle envergure. La seule solution est de faire appel à 2 chars qui sont dépêchés sur place pour remorquer le mammouth à travers les champs et les chemins ruraux jusqu'à l'aérodrome. Cette opération de récupération prend 2 semaines complètes. Le planeur progresse lentement à travers la campagne allemande, bloquant les intersections et nécessitant parfois l'abattage d'arbres ou le démontage de clôtures pour permettre son passage. Cette démonstration des difficultés logistiques que représente le mammouth au sol impressionne défavorablement les observateurs du ministère de l'Air. Les doutes sur la viabilité opérationnelle de cet appareil se multiplient. Les ingénieurs de Junkers allaient tenter de sauver leur projet, mais le temps leur était compté. Les ingénieurs de Junkers analysent les données recueillies lors du vol d'essai et compilent une liste de modifications nécessaires pour corriger les défauts observés. L'instabilité en spirale sous remorquage pourrait théoriquement être atténuée par des ajustements de la géométrie des surfaces de contrôle et par l'ajout de dispositifs stabilisateurs supplémentaires. Le problème du taux de montée excessif nécessiterait des modifications plus importantes de la configuration aérodynamique globale. Les concepteurs pensent pouvoir trouver des solutions techniques acceptables. Heinrich Hertel et son équipe préparent un rapport détaillé pour le ministère de l'Air du Reich, le Reich Luftfahrtministerium. Le document présente leurs conclusions et leurs propositions d'amélioration. Il reconnaît honnêtement les difficultés rencontrées, mais argumente que ces problèmes sont surmontables avec des investissements supplémentaires en temps et en ressources. Les ingénieurs soulignent également les bonnes performances du planeur en vol libre, comme preuve que le concept fondamental reste valide malgré les complications liées au remorquage. Le Ju 322 V1 effectue quelques vols supplémentaires après son retour laborieux à l'aérodrome. Ces essais permettent aux pilotes d'explorer plus en détail les caractéristiques de vol de l'appareil et de tester certaines modifications mineures. Les observations initiales sont confirmées. La maniabilité en vol libre est bonne. Les difficultés pendant la phase tractée persistent. Chaque vol nécessite la mobilisation de ressources considérables et comporte des risques significatifs pour les équipages impliqués. Pendant ce temps, le second prototype désigné Ju 322 V2 approche de l'achèvement dans les ateliers de Dessau. Les ouvriers incorporent déjà certaines modifications suggérées par les résultats des premiers essais. Mais le travail progresse dans une atmosphère d'incertitude croissante concernant l'avenir du programme. Des rumeurs circulent parmi le personnel. Les hauts responsables du ministère ne seraient pas satisfaits des performances démontrées. Une décision importante concernant la poursuite du projet serait imminente. En mai 1941, cette décision tombe sous la forme d'un ordre direct du Reich Luftfahrtministerium. Le ministère ordonne l'annulation immédiate et définitive du programme Ju 322. La conception en aile volante est jugée fondamentalement inadaptée aux exigences opérationnelles d'un planeur de transport lourd. Les arguments techniques présentés par Junkers ne parviennent pas à convaincre les décideurs. Cette décision ne se limite pas à l'arrêt des essais en vol. Elle englobe la destruction complète de tout le matériel associé au programme. Le Ju 322 V1, qui a effectué le vol historique, est démantelé et découpé en morceaux. Le V2, qui n'a jamais eu l'occasion de prendre l'air, subit le même sort, avant même d'avoir pu démontrer si des modifications apportées auraient amélioré ses performances. Le bois récupéré de ces 2 prototypes est réutilisé pour d'autres projets ou simplement brûlé comme combustible.
Le sort le plus frappant est réservé aux 98 planeurs supplémentaires qui se trouvent à divers stades d'assemblage dans les usines Junkers. Certains n'existent encore qu'à l'état de composants épars attendant d'être assemblés. D'autres sont presque terminés et auraient pu voler en quelques semaines. Tous sont systématiquement démolis et leurs matériaux dispersés. Toute trace du programme Mammouth est effacée. Cette destruction massive représente l'abandon de milliers d'heures de travail qualifié et de quantités considérables de matériaux. Le ministère de l'Air justifie cette décision radicale par la nécessité de libérer les capacités de production de Junkers pour des projets jugés plus prometteurs. Il veut également empêcher toute tentation de relancer le programme ultérieurement. Le concurrent direct du Ju-322, le Messerschmitt Me-321 Gigant, connaît un destin différent malgré des problèmes comparables lors de ses propres essais. Ce planeur de conception plus conventionnel souffre également de difficultés majeures liées au remorquage. Sa masse et ses dimensions posent les mêmes défis fondamentaux que ceux rencontrés par le Mammouth. Le Ju-90, utilisé initialement comme remorqueur, peine tout autant à faire décoller le Gigant qu'il a lutté avec le planeur Junkers. Les responsables du programme Messerschmitt explorent plusieurs solutions alternatives pour résoudre ce problème de remorquage. Une première approche consiste à utiliser simultanément 3 chasseurs lourds Messerschmitt Bf-110 attachés au planeur par un système de câbles multiples appelé Troika-Schlepp. Cette configuration distribue l'effort de traction entre 3 appareils, plus maniables que le gros quadrimoteur. Mais elle exige une coordination parfaite entre les 3 pilotes et reste dangereuse en cas de défaillance d'un des remorqueurs. Une solution encore plus audacieuse est développée sous la forme du Heinkel HE-111Z, surnommé Zwilling, le mot allemand pour jumeau. Cet appareil extraordinaire consiste en 2 bombardiers HE-111 reliés par une section d'aile centrale commune portant un 5e moteur. Cette création dispose ainsi de 5 moteurs et de 2 fuselages complets avec leurs équipages respectifs. Elle génère suffisamment de puissance pour remorquer le Me-320 et de manière plus contrôlable que les autres configurations essayées. Le HE-111Z représente une prouesse d'ingénierie improvisée, mais il illustre aussi les complications engendrées par le concept même de planeur géant. Construire un avion remorqueur spécialisé composé de 2 bombardiers fusionnés contredit l'argument initial selon lequel les planeurs économisent des ressources en évitant l'utilisation de moteurs. Les 5 moteurs du Zwilling auraient pu équiper plusieurs avions de transport conventionnels capables de fonctionner de manière autonome. Malgré ces difficultés logistiques, le ministère de l'Air décide de poursuivre la production du Me-321. Sa configuration plus traditionnelle offre probablement davantage de potentiel pour des améliorations futures. Environ 200 exemplaires du Gigant sont construits et livrés à la Luftwaffe entre 1941 et 1943. Ils servent principalement sur le front de l'Est pour des missions de ravitaillement et de transport de troupes. L'utilisation opérationnelle du Me-321 confirme les limitations inhérentes au concept de planeur lourd non motorisé. Chaque mission nécessite la mobilisation de remorqueurs spécialisés qui auraient pu accomplir d'autres tâches. Les pertes au sol dues aux difficultés de récupération des planeurs après l'atterrissage sont significatives. Les commandants de terrain se plaignent régulièrement des complications logistiques associées à l'emploi de ces machines encombrantes qui ne peuvent pas redécoller une fois posées. La comparaison entre les destins du GU-322 et du MU-321 révèle l'influence que les préjugés esthétiques et conceptuels pouvaient exercer sur les décisions techniques pendant cette période. Le Mammouth, avec sa silhouette d'aile volante, était perçu comme une expérimentation risquée et non conventionnelle. Le Gigant ressemblait suffisamment à un avion normal pour inspirer davantage de confiance aux décideurs militaires. Pourtant, ses performances sous remorquage n'étaient guère meilleures. En 1943, le commandement de la Luftwaffe prend finalement la décision d'abandonner la production du MU-321. Le concept de planeur de transport lourd a atteint ses limites opérationnelles. Les planeurs restants continuent à servir jusqu'à leur destruction ou leur usure. Aucun nouvel exemplaire n'est commandé pour les remplacer. La solution qui émerge pour remplacer ces planeurs problématiques est celle que de nombreux ingénieurs avaient préconisée depuis le début du programme. Les cellules de MU-321 restantes et certaines nouvellement construites sont modifiées pour recevoir des moteurs.
Elle donne naissance au Messerschmitt Me 323, un avion de transport hexamoteur capable de décoller et d'atterrir de manière autonome sans dépendre d'un remorqueur. Cette transformation du planeur en avion motorisé validait rétrospectivement les critiques formulées dès 1940 concernant la logique douteuse de construire des appareils de transport géants délibérément privés de moyens de propulsion. Les moteurs que le ministère avait voulu économiser en imposant la configuration planeur devaient finalement être utilisés de toute façon. Soit sur des remorqueurs dédiés, comme le HE111Z, soit directement sur les transporteurs eux-mêmes, une fois convertis en Me 323. L'histoire du Me 323 et les leçons tirées de l'échec du Mammouth allaient éclairer d'un jour nouveau l'ensemble du programme des planeurs géants allemands. Le Mi 323, qui résulte de la motorisation des cellules de planeurs existantes, entre en service opérationnel avec 6 moteurs Gnome Rhône 14N de fabrication française. Chaque moteur développe environ 950 chevaux. Cette configuration permet enfin à l'appareil de décoller de manière autonome depuis des pistes conventionnelles. Il n'est plus nécessaire de mobiliser des remorqueurs spécialisés ni de défricher des kilomètres de forêt. La capacité de charge reste comparable à celle du planeur original, mais la flexibilité opérationnelle est incomparablement supérieure. Cette évolution met en évidence une contradiction importante. La directive initiale d'octobre 1940 avait explicitement interdit l'utilisation de moteurs pour préserver ces ressources stratégiques destinées aux chasseurs et aux bombardiers. Pourtant, la solution finale consomme 6 moteurs par appareil. C'est davantage que la plupart des bombardiers lourds allemands qui n'en utilisent que 4. Les économies espérées se sont transformées en dépenses accrues. Les Alliés ont également développé des planeurs de transport pendant la guerre, mais leurs approches diffèrent sensiblement de la stratégie allemande. Le General Aircraft Hamilcar britannique est conçu pour transporter le char léger Tetrarch ou le Locust américain. Il possède une envergure de 34 mètres et une charge utile d'environ 8000 kg. Ces dimensions plus modestes facilitent considérablement les opérations de remorquage avec des bombardiers quadrimoteurs standards comme le Halifax ou le Lancaster. Les planeurs alliés sont utilisés avec succès lors des opérations aéroportées en Normandie en juin 1944 et pendant l'opération Market Garden aux Pays-Bas en septembre de la même année. Leur taille plus raisonnable permet un déploiement en masse sans nécessité d'infrastructures extraordinaires ni de remorqueurs spécialement modifiés. Cette approche pragmatique contraste avec l'ambition des programmes allemands qui ont voulu construire des machines trop grandes pour être pratiques. La question fondamentale que pose rétrospectivement le programme Ju 322 concerne la logique même de construire des planeurs géants. Les avions remorqueurs capables de les tracter étaient aussi rares et précieux que les moteurs que l'on cherchait à économiser. Un Ju 90 ou un HE111Z, mobilisé pour une mission de remorquage, ne pouvait pas simultanément effectuer des missions de transport conventionnelles ou de bombardement. Les ressources étaient simplement déplacées d'une catégorie à une autre sans gain net pour l'effort de guerre. De plus, un planeur posé derrière les lignes ennemies ou même sur un terrain ami éloigné devenait immédiatement un fardeau logistique plutôt qu'un atout. Sans capacité de redécollage autonome, chaque mammouth ou gigant ayant accompli sa mission de livraison devait soit être abandonné sur place, soit être laborieusement récupéré par des moyens terrestres. L'épisode des 2 semaines nécessaires pour ramener le premier prototype après son vol d'essai illustre parfaitement cette réalité opérationnelle. Le concept était condamné à une inefficacité structurelle. Le Ju 322 Mammouth illustre les erreurs de jugement qui ont caractérisé certains programmes d'armement allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. La pression politique pour produire des résultats rapides a conduit à des décisions techniques précipitées. Le délai de 14 jours accordé pour la conception initiale en est un exemple. Les contraintes artificielles imposées par le ministère, notamment l'interdiction des moteurs et des matériaux stratégiques, ont forcé les ingénieurs à développer des solutions qui ne pouvaient pas répondre aux exigences réelles du champ de bataille. Heinrich Hertel et son équipe chez Junkers ont relevé un défi d'ingénierie remarquable en construisant le plus grand planeur en bois jamais réalisé à cette époque. Leur création volait correctement une fois libérée de son remorqueur.
Elle démontrait que le concept d'aile volante pouvait fonctionner à grande échelle. Cependant, ces accomplissements techniques ne pouvaient pas compenser les défauts fondamentaux d'un programme conçu pour répondre à des exigences irréalistes avec des moyens inadaptés. Seuls 2 prototypes du Mammouth ont été achevés. Un seul a effectué des vols. Cela fait de cet appareil l'un des programmes aéronautiques les plus éphémères de la guerre. Les 100 planeurs initialement prévus n'ont jamais vu le jour. Le bois soigneusement sélectionné et assemblé par les artisans de Junkers a fini en grande partie comme combustible de chauffage plutôt que dans le ciel. Le Junkers Ju-322 reste dans les annales de l'aviation comme un exemple de ce qui peut mal tourner lorsque l'ambition dépasse les capacités techniques et logistiques disponibles. Sa silhouette distinctive, en forme d'aile volante, n'a existé que brièvement dans le ciel allemand avant de disparaître définitivement. Il ne reste aujourd'hui que des photographies, des rapports d'essais et le souvenir d'un projet d'ingénierie qui n'a jamais pu se concrétiser pleinement. Si cette histoire du Mammouth vous a intéressé et que vous souhaitez découvrir d'autres récits sur les machines de guerre oubliées et les projets secrets de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Mettez un pouce bleu pour soutenir ce contenu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'histoire militaire et l'aviation.